Un chien regarde quotidiennement une bouche d'égout. Les gens le remarquent et sont intrigués par la situation. Un jour, il le voit jeter des saucisses dans l'égout. Ce fait surprenant déclenche une chaîne de bonté dans la ville et touchera certainement votre cœur. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de Saint-Rémy-sur-Loire de teintes dorées, tandis que Madame Élise Dupont marchait tranquillement dans les rues bordées d'arbres du quartier. À ses côtés trottait joyeusement Médor, un bâtard fauve aux yeux expressifs et aux oreilles tombantes. C'était une scène courante dans cette paisible ville de province où tout le monde se connaissait par son nom et où les après-midi semblaient s'étirer paresseusement. Élise, une dame d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et au sourire bienveillant, était connue pour sa bonté et l'amour inconditionnel qu'elle vouait à Médor, son fidèle compagnon depuis plus d'une décennie. Le chien, quant à lui, rendait cette affection avec une loyauté inébranlable, toujours attentif aux mouvements de sa maîtresse et prêt à la défendre contre tout danger imaginaire. Cet après-midi-là, comme d'habitude, ils suivaient leur itinéraire habituel. Ils descendaient la rue des Acacias, tournaient à droite sur la place centrale et continuaient sur l'avenue du Commerce. C'était un trajet qu'ils connaissaient par cœur, ponctué de salutations chaleureuses des voisins et d'arrêts occasionnels pour une conversation amicale. Cependant, en approchant de la boucherie de M. Martin, quelque chose d'inhabituel se produisit. Médor, qui passait généralement devant l'endroit sans y prêter beaucoup d'attention, s'arrêta soudainement. Ses oreilles se dressèrent, alertes, et son corps se tendit. Élise, surprise par ce changement soudain dans le comportement du chien, tira doucement sur la laisse. « Allez, Médor, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'une voix douce. Mais Médor ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur un point précis, une bouche d'égout située près de l'entrée de la boucherie. C'était l'un de ces lourds couvercles, en fonte, apparemment inoffensifs, qui faisaient partie du paysage urbain sans attirer l'attention. Soudain, Médor se mit à aboyer. Ce n'était pas son aboiement habituel de jeu ou d'alerte, c'était un son différent, presque désespéré. Élise n'avait jamais entendu Médor aboyer de cette manière auparavant. C'était comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent, quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. « Calme-toi, mon amour. Qu'est-ce que tu vois ?» Élise s'accroupit à côté du chien, caressant sa tête pour tenter de l'apaiser. Mais Médor restait concentré sur la bouche d'égout, alternant entre des aboiements et des gémissements bas. Monsieur Martin, le propriétaire de la boucherie, sortit pour voir ce qui se passait. « Madame Dupont, tout va bien par là? Médor est malade ?»« Je ne sais pas, monsieur Martin. Il n'a jamais agi ainsi auparavant, » répondit Élise, l'inquiétude évidente dans sa voix. Quelques passants commencèrent à s'arrêter, intrigués par cette scène inhabituelle. Médor, généralement un chien calme et amical, semblait maintenant possédé par une urgence inexplicable. Élise essaya d'éloigner Médor de la bouche d'égout, tirant doucement sur sa laisse. « Rentrons à la maison, mon chéri. Il commence à se faire tard. » Mais le chien refusait de bouger. Il planta fermement ses pattes sur le sol et continua d'aboyer vers la bouche d'égout, comme si sa vie en dépendait. Après plusieurs minutes de tentatives infructueuses, Élise réussit finalement à convaincre Médor de poursuivre leur promenade. Mais le chien marchait à contre-cœur, tournant constamment la tête pour regarder en arrière, en direction de la bouche d'égout. Pendant le reste du chemin vers la maison, Élise ne pouvait pas s'empêcher de penser à l'incident. Au cours de ses années avec Médor, elle avait appris à faire confiance aux instincts du chien. Si quelque chose le perturbait autant, il devait y avoir une raison. En arrivant à la maison, Médor courut directement vers la porte de derrière, aboyant avec insistance. Élise le laissa sortir dans le jardin, l'observant avec inquiétude tandis qu'il tournait en rond, agité, reniflant l'air comme s'il cherchait quelque chose. Cette nuit-là, Élise eut du mal à dormir. Médor, normalement calme pendant la nuit, était agité. Il allait et venait du lit d'Élise à la fenêtre, regardant dehors comme s'il s'attendait à voir quelque chose. Le lendemain matin, déterminée à comprendre ce qui se passait, Élise décida de changer sa routine. Au lieu d'attendre l'après-midi pour la promenade, elle sortit avec Médor, tôt le matin. À sa surprise, le chien la tira anxieusement en direction de la boucherie. En arrivant là-bas, la scène de la veille se répéta. Médor s'arrêta devant la bouche d'égout, aboyant et grattant le sol. Cette fois, Élise décida d'enquêter de plus près. Elle s'agenouilla à côté du couvercle en fonte, l'examinant soigneusement. À première vue, il n'y avait rien d'inhabituel.
C'était juste une autre bouche d'égout, sale et usée par le temps. Mais alors, Élise remarqua quelque chose. Il y avait de petites rayures autour du bord, comme si quelqu'un ou quelque chose avait récemment essayé de l'ouvrir. « Que vois-tu, Médor » murmura Élise, plus pour elle-même que pour le chien. Elle pressa son oreille contre le couvercle froid, dans l'espoir d'entendre quelque chose. Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis, très faiblement, elle entendit un miaulement faible, presque imperceptible. Le cœur d'Élise s'accéléra. Il y avait quelque chose là-dessous, quelque chose de vivant. Elle regarda Médor qui la fixait maintenant avec des yeux suppliants, comme s'il implorait de l'aide. « Mon Dieu, Médor, tu avais raison depuis le début », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. À ce moment-là, M. Martin arriva pour ouvrir la boucherie. Voyant Élise agenouillée sur le trottoir, il s'approcha, inquiet. « Madame Dupont, il s'est passé quelque chose ?» Élise se leva, la détermination brillant dans ses yeux. « Monsieur Martin, j'ai besoin de votre aide. Je crois qu'il y a quelque chose de coincé dans cette bouche d'égout, quelque chose de vivant. » Le boucher fronça les sourcils, incrédule. « Vous êtes sûre, Madame Dupont? Comment serait-ce possible? Je ne sais pas comment, mais j'en suis certaine. Médor essaie de nous le dire depuis hier. Nous devons ouvrir ce couvercle. » Monsieur Martin hésita un moment, mais en voyant le sérieux sur le visage d'Élise et l'agitation de Médor, il acquiesça. « D'accord, je vais chercher. Quelques outils, mais nous aurons besoin de plus d'aide. » Pendant que M. Martin entrait dans la boutique pour chercher ce dont ils avaient besoin, Élise caressa Médor, qui était maintenant plus calme, comme s'il savait qu'il serait enfin entendu. « Tu es un héros, tu sais » chuchota-t-elle. « Au chien. Je ne sais pas ce que nous trouverons là-dessous, mais tu n'as pas abandonné. » En quelques minutes, une petite foule commença à se former autour de la bouche d'égout. Des voisins, attirés par l'agitation, offrirent leur aide. Quelqu'un suggéra d'appeler les pompiers, et bientôt le son des sirènes résonnait dans les rues de Saint-Rémy-sur-Loire. En attendant l'arrivée des pompiers, Élise ne put s'empêcher de réfléchir à la façon dont la vie peut changer en un instant. Ce qui avait commencé comme une promenade routinière avec son chien s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Elle regarda Médor, qui était maintenant assis patiemment à côté d'elle, comme s'il savait que sa mission était sur le point d'être accomplie. Le son des sirènes se rapprochait, annonçant l'arrivée des pompiers. La petite ville de Saint-Rémy-sur-Loire, habituellement si tranquille, était sur le point d'assister à un sauvetage que personne n'aurait pu prévoir. Et tout cela grâce à un chien errant qui avait refusé de se taire. Élise serra Médor dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et d'appréhension. « Quoi que nous trouvions là-dessous, mon amour, tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Maintenant, voyons ce que tu essayais de nous montrer. » Le camion rouge des pompiers s'arrêta dans un crissement de frein et 3 hommes en uniforme en descendirent rapidement. Le lieutenant François, un homme de grande taille d'âge moyen avec une moustache grisonnante, s'approcha d'Élise et de M. Martin. « Bonjour, mesdames et messieurs », les salua-t-il. « Nous avons reçu un appel concernant une possible urgence impliquant le réseau d'égouts. Pouvez-vous m'expliquer la situation ?» Élise fit un pas en avant, Médor collé à ses talons. « Lieutenant, mon chien agit de manière étrange depuis hier, s'arrêtant toujours devant cette bouche d'égout et aboyant sans arrêt. Ce matin, je crois avoir entendu quelque chose là-dessous. Un miaulement très faible. » Le lieutenant François fronça les sourcils, visiblement intrigué. Il s'agenouilla près de la bouche d'égout, l'examinant attentivement. « Je comprends. Eh bien, allons jeter un coup d'œil. Les gars, apportez l'équipement. » Les 2 autres pompiers apportèrent rapidement des outils lourds et un détecteur de gaz. Le lieutenant François expliqua qu'ils devaient vérifier s'il n'y avait pas d'accumulation de gaz toxique avant d'ouvrir la bouche d'égout. Pendant que les pompiers travaillaient, d'autres habitants se joignirent au groupe. La nouvelle du possible sauvetage s'était rapidement répandue dans la petite ville. Parmi les curieux se trouvait Madame Leroy, la commère locale, qui chuchotait déjà des théories farfelues sur ce qui pourrait être caché dans l'égout. « Je parie que c'est un trésor caché par les fondateurs de la ville », s'exclama-t-elle, à qui voulait l'entendre. Élise leva les yeux au ciel, mais son cœur battait la chamade. Et s'il n'y avait vraiment rien là-dessous? Et si elle avait imaginé le miaulement? Finalement, après avoir vérifié qu'il était sûr de procéder, les pompiers commencèrent à travailler pour ouvrir la bouche d'égout. Le métal lourd grinça en signe de protestation lorsqu'ils appliquèrent la pression avec leurs outils.
Médor, qui jusque-là avait été étonnamment calme, recommença à aboyer comme s'il voulait encourager les pompiers. Élise le tenait fermement, lui murmurant des paroles de réconfort. Dans un dernier effort, le couvercle céda. L'un des pompiers dirigea une puissante lampe de poche vers l'intérieur sombre. Pendant un moment, tout ce qu'on pouvait voir était de l'eau sale et des débris. « Je ne vois rien, lieutenant », dit le pompier, la déception dans sa voix. Mais alors un son faible parvint aux oreilles de tous. C'était maintenant indéniable, un miaulement. En fait, plus d'un. « Là !» cria M. Martin, pointant du doigt une petite niche dans la paroi de l'égout, juste au-dessus du niveau de l'eau. Le lieutenant François se pencha davantage, éclairant l'endroit indiqué. Des halètements collectifs résonnèrent dans la foule lorsque la lumière révéla 4 petites silhouettes tremblantes, blotties les unes contre les autres. « Ce sont des chatons !» s'exclama le lieutenant. « Ils semblent être coincés dans ce coin. Nous allons avoir besoin de quelqu'un de plus petit pour entrer et les secourir. » Sans hésiter, le plus jeune pompier de l'équipe, un jeune homme mince nommé Pierre, se porta volontaire pour la tâche. Rapidement, il fut équipé d'un harnais de sécurité et commença à descendre par l'ouverture de la bouche d'égout. La foule assistait dans un silence tendu, Élise agrippée à Médor comme si sa vie en dépendait. Le chien, quant à lui, gardait les yeux fixés sur la bouche d'égout, comme s'il pouvait voir à travers l'obscurité. Des minutes qui semblèrent des heures s'écoulèrent. Puis la voix de Pierre résonna depuis l'intérieur de l'égout. « J'en ai un. Je vais le remonter. » Avec précaution, un petit paquet fut passé dans les mains anxieuses du lieutenant François. Il déballa délicatement le chiffon sale pour révéler un chaton minuscule, pas plus grand que la paume de sa main. Le chaton, au pelage orange, poussa un miaulement faible, ses yeux à peine ouverts. Élise sentit des larmes couler sur son visage. Médor s'étira, reniflant l'air en direction du chaton, sa queue remuant furieusement. Un par un, les 4 chatons furent secourus. Outre l'orange, il y en avait un noir, un blanc avec des taches marron et un gris tigré. Ils étaient tous maigres, sales et visiblement déshydratés, mais vivants. Quand Pierre émergea finalement de l'égout, il fut accueilli par une salve d'applaudissements. Son uniforme était trempé et sale, mais son sourire était radieux. Ils étaient coincés dans un petit espace entre les tuyaux, expliqua-t-il, encore essoufflé. Sans le chien de madame, nous ne les aurions jamais trouvés à temps. Tous les regards se tournèrent vers Médor, qui semblait étrangement serein, maintenant que les chatons étaient en sécurité. Élise s'agenouilla à côté de lui, le serrant fort dans ses bras. « Tu es un héros, mon amour », chuchota-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Un véritable héros. » Le lieutenant François s'approcha, portant 2 des chatons enveloppés dans des serviettes propres que quelqu'un dans la foule avait fournies. « Madame, votre chien a fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Ces chatons n'auraient pas survécu beaucoup plus longtemps là-dessous. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Elle tendit les mains, recevant les 2 petits paquets. Médor se dressa sur ses pattes arrière, essayant d'atteindre les chatons avec son museau. « Doucement, mon garçon, » rit le lieutenant. « Tu as déjà fait ta part, maintenant ces petits ont besoin de soins médicaux. » Comme par magie, la vétérinaire de la ville, Dr Sophie, se fraya un chemin à travers la foule. « Je peux m'en occuper, » proposa-t-elle. « Ma clinique est à seulement 2 pâtés de maison d'ici. » Rapidement, un petit cortège se forma. Élise, portant toujours 2 chatons, ouvrait la marche aux côtés de Médor. Le docteur Sophie suivait juste derrière avec les 2 autres. Le reste de la foule les suivait, murmurant d'une voix excitée à propos du sauvetage miraculeux. Antigua, arrivant à la clinique vétérinaire, le docteur Sophie commença immédiatement à examiner les chatons. Élise attendait anxieusement dans la salle d'attente, Médor assis patiemment à ses côtés. Après ce qui sembla une éternité, la vétérinaire sortit de la salle d'examen, son visage sérieux, mais pas pessimiste. « Ils sont mal nourris et un peu déshydratés, mais ils vont s'en sortir. C'était juste, Madame Dupont. S'ils étaient restés un jour de plus dans cet égout. » Elle n'eut pas besoin de finir la phrase. Élise comprit ce qui n'avait pas été dit et serra à nouveau Médor dans ses bras. « Combien de temps pensez-vous qu'ils sont restés là-bas, docteur ?» Le docteur Sophie soupira. « Vu leur état, je dirais au moins 3 ou 4 jours. C'est un miracle qu'ils aient survécu aussi longtemps. » Élise ressentit une vague de colère, qui pouvait être assez cruelle pour abandonner des chatons sans défense dans un égout. Mais cette colère fit bientôt place à la gratitude.
Gratitude envers Médor pour sa persistance, pour son cœur pur qui n'avait pas abandonné, jusqu'à ce que les chatons soient sauvés. « Que va-t-il leur arriver maintenant ?» demanda Élise, regardant vers la porte de la salle où les chatons étaient ensoignés. Le docteur Sophie sourit. « Eh bien, ils vont avoir besoin de soins spéciaux pendant quelques semaines. Après cela, nous devrons leur trouver des foyers. » À ce moment-là, M. Martin, qui avait suivi tout le processus, fit un pas en avant. « J'en prends un, » dit-il, surprenant tout le monde. « J'ai toujours voulu un chat pour tenir compagnie à la boucherie. » D'autres habitants présents à la clinique commencèrent à se proposer aussi. En quelques minutes, les 4 chatons avaient déjà des foyers promis. Élise sentit son cœur se remplir de fierté et d'amour pour sa petite communauté. Au milieu de toute cette agitation, elle regarda Médor qui la fixait avec ses yeux sages et gentils. « Tu n'as pas seulement sauvé ses vies, mon amour, » dit-elle, caressant les oreilles du chien. « Tu nous as rappelé le pouvoir de la compassion et l'importance d'écouter ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Dans les jours qui suivirent, le sauvetage des chatons, Saint-Rémy-sur-Loire bouillonnait de spéculations et de théories. L'affaire des chatons de l'égout, comme on l'appelait désormais, était le sujet principal à chaque coin de rue, boulangerie et salon de coiffure de la ville. Élise, devenue malgré elle une célébrité locale, pouvait à peine faire 2 pas dans la rue sans être arrêtée par quelqu'un voulant en savoir plus sur le sauvetage ou simplement pour féliciter Médor. Le bâtard fauve, quant à lui, semblait complètement indifférent à sa nouvelle célébrité, continuant sa routine de promenade et de sieste, comme si rien n'avait changé. Un matin ensoleillé, alors qu'elle prenait son café sur la véranda, Élise reçut une visite inattendue. Amélie, la jeune reporter du journal local L'Écho de Saint-Rémy, apparut avec son bloc-notes à la main et un sourire anxieux sur le visage. « Madame Dupont, bonjour. Désolé de vous déranger si tôt, mais pourriez-vous m'accorder une interview? Les gens veulent en savoir plus sur le héros canin de la ville. » Élise hésita un moment. Elle n'avait jamais été du genre à se mettre en avant, mais quelque chose dans cette histoire la dérangeait profondément. Peut-être, pensa-t-elle, qu'un peu d'attention médiatique pourrait aider à élucider le mystère derrière l'abandon des chatons. « D'accord, Amélie. Entrez, nous allons discuter. » Pendant qu'Élise servait une autre tasse de café à son invité, Médor s'installait paresseusement à ses pieds, complètement inconscient de l'importance du moment. « Alors, Madame Dupont, » commença Amélie, stylo en main, « comment vous êtes-vous sentie quand vous avez réalisé que Médor essayait de vous alerter au sujet des chatons ?» Élise prit une profonde inspiration, se remémorant ces moments de tension. « Au début, je vous avoue que j'étais plus inquiète qu'autre chose. Médor n'avait jamais agi de cette façon auparavant. Mais quand j'ai finalement compris ce qu'il essayait de me montrer, eh bien c'était un mélange de soulagement et d'horreur. » La jeune reporter acquiesça, griffonnant furieusement dans son carnet. « Et que pensez-vous qu'il ait pu se passer? Comment ces chatons se sont-ils retrouvés là ?» C'était la question qui ne quittait pas l'esprit d'Élise depuis le sauvetage. « Honnêtement, Amélie, je n'arrive pas à imaginer comment quelqu'un pourrait faire quelque chose d'aussi cruel. Ces chatons étaient si petits, si sans défense. » À ce moment-là, Médor leva la tête, comme s'il sentait l'angoisse de sa maîtresse. Il posa son museau sur la main d'Élise, offrant un réconfort silencieux. Amélie observa la scène avec des yeux attentifs. « Madame Dupont, pensez-vous que cela pourrait être un cas isolé ou peut-être faire partie de quelque chose de plus grand ?» La question prit Élise par surprise. Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. « Comment ça? Faire partie de quelque chose de plus grand ?» La jeune reporter hésita un moment, comme si elle décidait si elle devait partager quelque chose. Finalement, elle dit « Eh bien, j'ai fait quelques recherches de mon côté. Ces derniers mois, il y a eu des signalements d'animaux disparus dans les villes voisines. Rien d'officiellement confirmé, mais c'est trop de coïncidences pour les ignorer. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'idée que ce qui était arrivé aux chatons puisse faire partie de quelque chose de plus vaste était troublante. « Vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien ?» Amélie haussa les épaules. « C'est difficile à dire avec certitude, mais je pense que ça vaut la peine d'enquêter, vous ne trouvez pas ?» À ce moment-là, quelque chose changea en Élise. L'indignation qu'elle ressentait depuis le sauvetage des chatons se transforma en une détermination féroce. « Amélie, comment pouvons-nous aider dans cette enquête ?» Les yeux de la jeune reporter brillèrent d'enthousiasme. « Eh bien, pour commencer,
Nous pourrions essayer de retracer l'origine des chatons. Peut-être que quelqu'un en ville a vu quelque chose de suspect dans les jours précédant le sauvetage. Et nous pourrions aussi contacter les refuges pour animaux des villes voisines, voir s'ils ont remarqué un schéma étrange. Élise acquiesça, se sentant énergisée pour la première fois depuis des jours. Comptez sur moi. Et je suis sûr que Médor voudra aussi aider, n'est-ce pas, mon amour? Dit-elle en caressant la tête du chien. Dans les heures qui suivirent, Élise et Amélie établirent un plan d'action. Elles décidèrent de commencer par interroger les habitants qui vivaient près de l'endroit où les chatons avaient été trouvés. Peut-être que quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose de suspect. Armées d'une carte de la ville et d'une liste de questions, les deux femmes partirent en mission, Médor trottant fidèlement à leur côté. Au fur et à mesure qu'elles frappaient aux portes, Élise fut surprise par la volonté de ses voisins d'aider. Beaucoup exprimèrent leur choc et leur indignation en entendant les détails complets de l'histoire. Madame Leroy, la commère locale, s'avéra être une source inattendue d'informations. « Vous savez, dit-elle en se penchant d'un air conspirateur, la nuit précédant le sauvetage, j'ai vu une voiture étrange garée près de la boucherie. Je ne l'avais jamais vue par ici avant. C'était une berline noire toute mystérieuse. » Amélie nota rapidement les détails. « Avez-vous pu voir la plaque d'immatriculation ou qui conduisait ?» Madame Leroy fronça les sourcils, essayant de se souvenir. La plaque, non, il faisait trop sombre. Mais j'ai vu deux personnes sortir de la voiture. Elles semblaient jeunes, peut-être des adolescents. J'ai trouvé étrange qu'ils soient dans la rue si tard. Mais vous savez comment est la jeunesse d'aujourd'hui? Élise et Amélie échangèrent des regards significatifs. C'était la première piste concrète qu'elles avaient. Au fil de la journée, d'autres détails émergèrent. Un adolescent mentionna avoir vu une vidéo étrange sur les réseaux sociaux, montrant des gens abandonnant des animaux dans des endroits dangereux. Mais la vidéo avait été rapidement supprimée. Une dame âgée parla d'aboiements inhabituels qu'elle avait entendus tard dans la nuit, quelques jours avant le sauvetage. À la fin de la journée, épuisées mais enthousiasmées par leur progrès, Élise et Amélie retournèrent chez la première pour organiser les informations recueillies. « Je pense que nous sommes sur la bonne voie », dit Amélie, relisant ses notes. « Il se passe définitivement quelque chose ici, quelque chose de plus grand que ce que nous imaginions initialement. » Élise acquiesça, un mélange d'inquiétude et de détermination sur son visage. « Que faisons-nous maintenant? » « Demain, je vais commencer à passer quelques coups de fil aux villes voisines, voir si je peux obtenir plus d'informations sur les animaux disparus, » répondit Amélie. « Je pense aussi que nous devrions parler à la police. Ils doivent savoir ce que nous avons découvert. » Pendant qu'elle discutait des prochaines étapes, Médor, qui était resté calme jusque-là, se leva soudainement et courut vers la fenêtre, aboyant avec insistance. « Qu'est-ce qu'il y a, Médor » demanda Élise en s'approchant. Dehors, dans la rue sombre, elles virent pendant un bref instant une berline noire passant lentement, ses vitres teintées, empêchant de voir qui était à l'intérieur. Amélie halta. C'est la voiture dont Madame Leroy a parlé. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, la voiture accéléra et disparut dans la nuit. Élise sentit un frisson la parcourir. « Amélie, je crois que nous venons d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous attendions. » La jeune reporter acquiesça, son visage mêlant peur et excitation. « Oui, et quelque chose me dit que ce n'est que la pointe de l'iceberg. » Cette nuit-là, alors que Saint-Rémy-sur-Loire dormait, Élise resta éveillée, son esprit rempli de questions sans réponse. À ses côtés, Médor dormait profondément, inconscient du tourbillon d'émotions de sa maîtresse. Mais une chose était certaine, la routine tranquille de la petite ville était sur le point d'être bouleversée, et au centre de tout cela se trouvait un simple bâtard fauve, dont l'acte de bravoure avait déclenché une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. L'aube apporta avec elle un sentiment d'urgence pour Élise. Elle avait à peine dormi, son esprit rempli de théories et d'inquiétudes sur ce qu'elles avaient découvert la veille. Médor, sentant l'agitation de sa maîtresse, resta proche, offrant le réconfort silencieux de sa présence. À 7 heures précises, la sonnette retentit. C'était Amélie, avec de profonds cernes sous les yeux, mais une lueur déterminée dans le regard. « Bonjour, Madame Dupont. Désolé pour l'heure matinale, mais je n'ai pas pu attendre. J'ai découvert des choses dont nous devons discuter. » Élise acquiesça, l'invitant à entrer. Pendant qu'elle préparait un café fort pour elles deux,
Amélie étalait une série de papiers sur la table de la cuisine. « J'ai passé la nuit à passer des coups de fil et à faire des recherches en ligne », commença la jeune reporter. « Et ce que j'ai découvert est, eh bien, perturbant, pour dire le moins. » Élise s'assit, Médor s'allongeant à ses pieds. « Qu'avez-vous trouvé ?» Amélie prit une profonde inspiration. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu une augmentation significative du nombre d'animaux disparus dans toute la région. Pas seulement à Saint-Rémy-sur-Loire, mais aussi dans les villes voisines. Et le plus étrange, c'est que beaucoup de ces disparitions suivent un schéma similaire. Elle montra alors une série de coupures de journaux et de captures d'écran de réseaux sociaux. Il y avait des rapports de chiens et de chats trouvés dans des situations bizarres, coincés dans des égouts, abandonnés dans des terrains vagues et même dans des citernes d'eau vides. Le plus alarmant, continua Amélie, c'est ça. Elle fit glisser un papier vers Élise. C'était l'impression d'une page de réseau social, maintenant supprimée. On y voyait un défi viral, abandon extrême. Élise sentit son estomac se retourner en lisant la description. Abandonné. Un animal de compagnie dans l'endroit le plus insolite possible. Plus c'est dangereux, plus vous gagnez de points. Postez la vidéo avec le hashtag #abandonextrême. C'est monstrueux, murmura Élise horrifiée. Amélie hocha gravement la tête. Et malheureusement, il semble que ça se répande. J'ai trouvé des mentions de ce défi sur des forums en ligne et des groupes fermés. Certains jeunes traitent cela comme une sorte de jeu macabre. À ce moment-là, Médor leva la tête, poussant un gémissement bas, comme s'il pouvait sentir l'angoisse des 2 femmes. « Mais pourquoi ?» demanda Élise, caressant Médor pour le calmer et se calmer elle-même. « Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ?» Amélie soupira. Des likes, des vues, l'excitation de faire quelque chose d'interdit. C'est difficile de comprendre la mentalité derrière tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas juste un incident isolé. C'est une tendance dangereuse qui se propage. Élise se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, Saint-Rémy-sur-Loire commençait à s'éveiller, ignorante de la sombre révélation qui venait d'être faite dans sa cuisine. Que pouvons-nous faire? D'abord, dit Amélie, déterminée, nous devons alerter les autorités. Cela va au-delà d'un simple cas d'abandon d'animaux. C'est un phénomène systématique qui doit être enquêté et arrêté. Élise acquiesça. Et ensuite, je pense que nous devons rendre cela public. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Peut-être que si plus de personnes sont au courant, nous pourrons prévenir de futurs cas. Les heures suivantes furent une course effrénée. Élise et Amélie se rendirent au commissariat local où elles présentèrent leurs découvertes au commissaire Laurent, un homme d'âge moyen avec une moustache épaisse et des yeux fatigués. Initialement sceptique, le commissaire fut progressivement convaincu par la quantité de preuves qu'Amélie avait rassemblées. « C'est sérieux », admit-il, se grattant le menton. « Je vais contacter les commissariats des villes voisines. Nous avons besoin d'une approche coordonnée pour cela. » En sortant du commissariat, Élise et Amélie se sentaient à la fois soulagées d'avoir été entendues et inquiètes de ce qui allait suivre. « La prochaine étape est d'informer le public, » dit Amélie. « Je vais écrire un article pour l'Écho de Saint-Rémy. Mais nous devons être prudentes. Nous ne voulons pas créer de panique, mais les gens doivent être alertes. » Alors qu'elle marchait pour rentrer, Élise remarqua quelque chose d'étrange. « Amélie, cette voiture là-bas, n'est-ce pas la même berline noire que nous avons vue hier soir ?» La jeune reporter regarda dans la direction indiquée et pâlit. « Oui, c'est bien elle. » La voiture était garée de l'autre côté de la rue, ses vitres teintées empêchant de voir qui était à l'intérieur. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, lentement, le véhicule démarra et commença à bouger, passant devant elle, à vitesse réduite avant d'accélérer et de disparaître au coin de la rue. « Ça ne peut pas être une coïncidence », murmura Amélie, sa voix tremblante. Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Vous pensez que nous sommes surveillés ?»« C'est possible. Si ce défi est aussi organisé qu'il en a l'air, il pourrait y avoir des gens qui essaient d'empêcher que la vérité n'éclate. » Le reste de la journée fut un mélange d'activités frénétiques et de tensions constantes. Amélie s'enferma dans son petit bureau au journal, travaillant furieusement sur son article. Élise, quant à elle, décida de faire quelque chose de pratique. Avec l'aide de quelques voisins,
Elle commença à organiser des patrouilles de volontaires dans le quartier. Des groupes de 2 ou 3 habitants se relaieraient pour marcher dans les rues, attentifs à toute activité suspecte ou à des animaux en danger. Le soir, épuisée mais déterminée, Élise reçut un message d'Amélie. Article terminé. Il sortira dans l'édition de demain. Préparez-vous à l'impact. Allongée sur son lit, avec Médor blotti à ses côtés, Élise réfléchit à la façon dont sa vie avait changé drastiquement en seulement quelques jours. D'une tranquille retraitée à une enquêtrice amateur au centre d'une conspiration troublante. Elle regarda Médor, qui l'observait avec ses yeux doux et sages. « Dans quoi nous sommes-nous embarqués, hein, mon garçon ?» chuchota-t-elle, caressant ses oreilles. Le chien émit un doux ouf en réponse, comme pour dire que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Alors que le sommeil l'enveloppait enfin, Élise ne pouvait s'empêcher de se demander que leur réserverait l'aube. Comment Saint-Rémy-sur-Loire réagirait-elle aux révélations? Et, plus important encore, qui était derrière cette berline? Noire, observant silencieusement leurs mouvements. La petite ville était sur le point d'être secouée par une tempête de révélations, et au cœur de cet ouragan se trouvait une dame déterminée, une jeune reporter courageuse et un bâtard, fauve dont la loyauté avait tout déclenché. Le soleil s'était à peine levé lorsque Saint-Rémy-sur-Loire fut secoué par une onde de choc. Les gros titres de l'Écho de Saint-Rémy criaient en lettres capitales « Défi macabre, la vérité derrière les animaux abandonnés ». L'article d'Amélie, méticuleusement détaillé et étayé par des preuves solides, exposait la terrible réalité du défi abandon extrême. Élise se réveilla au son insistant de son téléphone qui sonnait. C'était Monsieur Martin, sa voix habituellement calme, maintenant tremblante d'émotion. « Madame Dupont, avez-vous vu le journal? C'est horrible. Comment cela a-t-il pu se produire dans notre ville ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre appel arriva, et un autre, et encore un autre. En quelques minutes, il semblait que tout Saint-Rémy-sur-Loire voulait lui parler. S'habillant à la hâte, Élise sortit de chez elle avec Médor, déterminée à voir par elle-même l'impact de la nouvelle. Les rues, normalement tranquilles à cette heure matinale, bouillonnaient d'activité. Des groupes d'habitants s'agglutinaient au coin des rues, journaux en main, discutant avec animation. Sur la place centrale, une foule commençait à se former. Au centre, debout sur un banc improvisé en estrade, se trouvait le maire Antoine, tentant de calmer les esprits échauffés. « Mes chers concitoyens, clamait-il, sa voix rauque à force de parler, je comprends votre indignation. Croyez-moi, je suis aussi choqué que vous, mais je vous demande du calme et de l'unité en ce moment difficile. » Élise s'approcha, se frayant un chemin dans la foule. Beaucoup la reconnurent, la pointant du doigt et chuchotant. C'est elle, la propriétaire du chien héros. Le maire l'aperçut et, d'un geste, l'invita à le rejoindre. À contre-cœur, Élise monta sur le banc, Médor fidèlement à ses côtés. « Madame Dupont, dit le maire, un mélange de gratitude et de désespoir dans sa voix, s'il vous plaît, dites quelques mots à notre peuple. Ils ont confiance en vous. » Prise au dépourvu, Élise regarda la foule. Des visages anxieux, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec une colère à peine contenue, tous attendant qu'elle dise quelque chose qui donne un sens à ce chaos. Prenant une profonde inspiration, elle commença. « Mes amis et voisins, je sais que vous êtes effrayés et indignés. Je le suis aussi. Ce que nous avons découvert est terrible et va à l'encontre de tout ce que notre communauté représente. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous unir, pas nous diviser. » Elle fit une pause caressant la tête de Médor pour se calmer. « Rappelez-vous comment toute cette histoire a commencé. Par un simple acte de compassion d'un chien errant. Médor n'a pas abandonné jusqu'à ce que ses chatons soient sauvés. Et c'est ainsi que nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons protéger les sans défense et chercher la justice, mais sans perdre notre humanité dans le processus. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Quelques personnes commencèrent à applaudir. « Que pouvons-nous faire ?» cria quelqu'un dans la foule. Élise sourit, sentant une vague de fierté pour sa communauté. « Nous pouvons commencer par être plus vigilants. Observez vos rues, prenez soin des animaux de vos voisins. Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le aux autorités. Et par-dessus tout, éduquez. Parlez à vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants. Expliquez-leur pourquoi ce défi est mauvais et dangereux. »
Pendant qu'elle parlait, Amélie arriva sur la place, se frayant un chemin jusqu'au centre. Son visage montrait des signes d'une nuit sans sommeil, mais ses yeux brillaient de détermination. « Madame Dupont a raison », ajouta-t-elle, montant sur le banc. « Mais nous devons aussi aller plus loin. Je suis en contact avec des journalistes d'autres villes. Ce n'est pas un problème uniquement à Saint-Rémy-sur-Loire. C'est une épidémie qui se propage et nous devons l'arrêter. » Le maire Antoine, voyant la réaction positive de la foule, saisit le moment. « Je propose que nous formions un comité de citoyens pour travailler avec la police et la mairie. Nous allons combattre cela de front uni. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme. En quelques minutes, des volontaires se présentèrent pour faire partie du comité. Parmi eux, M. Martin, Mme Leroy et plusieurs autres visages familiers de la communauté. Alors que la réunion improvisée se poursuivait, Élise remarqua quelque chose du coin de l'œil. La berline noire était là à nouveau, garée discrètement à un pâté de maison de distance. Elle poussa Amélie du coude, pointant subtilement dans la direction du véhicule. « Ils observent », chuchota Amélie. « Je pense que nous avons sous-estimé la portée de cette opération. » Avant qu'elle ne puisse en discuter davantage, Médor se mit à aboyer furieusement, regardant fixement la berline. La voiture démarra, immédiatement et partit à toute vitesse, ne laissant qu'un nuage de poussière derrière elle. L'incident ne passa pas inaperçu. Plusieurs habitants remarquèrent la réaction de Médor et la voiture qui s'enfuyait. « Qu'est-ce que c'était » demanda le maire inquiet. Élise et Amélie échangèrent des regards. Il était temps de partager leurs soupçons. « Monsieur le maire » commença Élise, « je pense que nous devons avoir une conversation en privé. Il y a plus dans cette histoire que ce que nous avons publié dans le journal. » Le reste de la matinée fut consacré à une réunion tendue à la mairie. Élise et Amélie partagèrent leurs observations sur la berline mystérieuse et leurs soupçons d'être surveillés. Le commissaire Laurent fut appelé et des plans de sécurité furent discutés. « C'est plus sérieux que ce que nous imaginions », conclut le maire passant la main dans ses cheveux gris. « On dirait que nous avons remué un nid de guêpes. » Pendant ce temps, dans les rues de Saint-Rémy-sur-Loire, une transformation était en cours. Des voisins qui se saluaient à peine se parlaient maintenant avec animation, échangeant des informations et organisant des patrouilles. Des affiches mettant en garde contre le défi abandon extrême commencèrent à apparaître sur les poteaux et les murs. En fin d'après-midi, Élise rentra chez elle épuisée mais pleine d'espoir. Médor, sentant la fatigue de sa maîtresse, posa sa tête sur ses genoux, offrant un réconfort silencieux. « Ah, Médor » soupira-t-elle en caressant ses oreilles. « Dans quelle pagaille nous sommes-nous fourrés, hein? Mais tu sais quoi? Je suis fier de nous. Nous faisons la différence. » Le chien la regarda avec ses yeux sages, comme s'il comprenait chaque mot. À ce moment-là, Élise eut une certitude. Peu importe ce qui les attendait, ils l'affronteraient ensemble. Alors que le soleil se couchait sur Saint-Rémy-sur-Loire, la ville bourdonnait d'une nouvelle énergie. Une communauté autrefois paisible et parfois apathique était maintenant unie par un objectif commun. La bataille contre le défi abandon extrême ne faisait que commencer. Mais les citoyens de Saint-Rémy-sur-Loire étaient prêts à se battre. Les jours qui suivirent la révélation du défi abandon extrême apportèrent un changement palpable à Saint-Rémy-sur-Loire. La ville, autrefois connue pour sa tranquillité, vivait maintenant dans un état d'alerte constant. Des groupes d'habitants patrouillaient dans les rues, attentifs à tout signe d'activité suspecte. Des caméras de sécurité furent installées à des points stratégiques et une ligne directe pour les signalements fut créée au commissariat. Élise, désormais considérée comme une sorte de gardienne locale, avait à peine le temps de respirer. Son téléphone sonnait sans cesse, avec des gens signalant des observations suspectes ou demandant des conseils. Médor, toujours à ses côtés, semblait avoir assumé le rôle de mascotte officielle de la cause, recevant des caresses et des friandises de pratiquement tous les habitants. Un après-midi particulièrement agité, alors qu'Élise coordonnait une réunion du comité de citoyens sur la place centrale, Amélie arriva essoufflée, ses yeux brillants d'excitation face à une nouvelle découverte. « Madame Dupont, je dois vous parler. C'est urgent », chuchota la jeune reporter, l'entraînant dans un coin plus discret. Intriguée et un peu inquiète, Élise s'excusa auprès du groupe et suivit Amélie. Médor, toujours alerte, trottina derrière elle. « Que se passe-t-il, Amélie ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme » demanda Élise, remarquant la pâleur sur le visage de la jeune femme.
Amélie regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'était à portée de voix avant de parler. « Vous vous souvenez de cette berline noire? Eh bien, j'ai réussi à obtenir une partie de la plaque d'immatriculation. Et vous ne croirez pas ce que j'ai découvert. » Elle montra son téléphone portable à Élise. Sur l'écran, il y avait la photo d'un jeune homme souriant, à peine plus âgé qu'un adolescent. C'est Lucas Moreau. C'est le fils du conseiller municipal Moreau, celui qui s'oppose toujours aux propositions de bien-être animal du maire. Élise fronça les sourcils, confuse. Et quel rapport avec la berline? La voiture est enregistrée à son nom, expliqua Amélie, sa voix tremblant légèrement. Et il y a plus. J'ai trouvé ces profils sur les réseaux sociaux. Des profils qui ont été supprimés récemment, mais pas avant que je ne fasse quelques captures d'écran. Élise, il était impliqué dans le défi. La révélation frappa Élise comme un coup de poing dans l'estomac. Le fils d'un conseiller municipal, impliqué dans quelque chose d'aussi horrible. Les implications étaient effrayantes. Nous devons en parler au commissaire Laurent, dit Élise, se tournant déjà pour se diriger vers le commissariat. Amélie la retint par le bras. Attendez, ce n'est pas si simple. Le conseiller Moreau est puissant, il a des connexions. Si nous allons à la police sans preuves concrètes, il pourrait étouffer l'affaire. Nous avons besoin de plus. Élise sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Elle regarda Médor qui la fixait de ses yeux sages, comme pour dire « Fais confiance à ton instinct ». « Que suggérez-vous alors » demanda Élise. Amélie se mordit la lèvre, hésitante. « Je pense que nous devons enquêter par nous-mêmes, au moins jusqu'à ce que nous ayons des preuves suffisamment solides pour qu'elles ne puissent pas être ignorées. » La proposition était risquée. Élise le savait. Elle n'était pas des détectives formés, et s'impliquer avec des personnes puissantes pouvait être dangereux. Mais alors elle se souvint des chatons abandonnés, des regards effrayés des animaux secourus, et sa détermination se renforça. « D'accord, dit-elle finalement. Faisons-le, mais nous devons être extrêmement prudentes. » Dans les semaines qui suivirent, Élise et Amélie devinrent un improbable duo d'enquêtrices amateurs. Elles cartographièrent les mouvements de la berline noire, cataloguèrent les signalements d'observations suspectes et fouillèrent les réseaux sociaux à la recherche de plus d'indices sur l'implication de Lucas dans le défi. Pendant ce temps, la tension à Saint-Rémy-sur-Loire continuait de monter. D'autres cas d'abandon d'animaux furent signalés dans les villes voisines, et des rumeurs sur un réseau organisé derrière le défi commencèrent à circuler. Par une nuit particulièrement froide, Élise était chez elle relisant ses notes quand Médor se mit à aboyer furieusement vers la fenêtre. Elle se leva pour vérifier et son cœur faillit s'arrêter. La berline noire était garée de l'autre côté de la rue. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone pour appeler Amélie, mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, elle entendit un bruit venant de l'arrière de la maison. Médor courut immédiatement vers la cuisine, grognant. Élise le suivit, le cœur battant fort dans sa poitrine. Quand elle arriva dans la cuisine, elle vit que la porte de derrière était entr'ouverte, un courant d'air froid s'y engouffrant. Sur la table de la cuisine, où il n'y avait rien auparavant, se trouvait une enveloppe marron. Avec prudence, elle s'approcha et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de papier avec un message tapé à la machine. « Arrêtez d'enquêter. Vous ne savez pas à quoi vous vous frottez. Ceci est le seul avertissement. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. La menace était claire, mais c'était aussi une confirmation. Elles étaient sur la bonne voie. À ce moment-là, tout en serrant Médor dans ses bras pour se réconforter, Élise prit une décision. Elle n'allait pas s'arrêter. Au contraire, cet avertissement ne faisait que renforcer sa détermination. « Ils pensent peut-être nous avoir effrayés, Médor, » chuchota-t-elle au chien, « mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous n'abandonnerons pas maintenant. » Alors que la nuit avançait sur Saint-Rémy-sur-Loire, Élise savait qu'elles avaient franchi une ligne. Le jeu était maintenant dangereux, mais la vérité devait éclater, quel qu'en soit le coup. Avec Médor à ses côtés et Amélie comme alliée, elle était prête à affronter ce qui allait venir. L'aube apporta une nouvelle détermination à Élise. La menace de la nuit précédente, au lieu de l'effrayer, avait allumé une flamme de courage dans sa poitrine. Après une nuit agitée, elle convoqua Amélie pour un petit déjeuner urgent chez elle. Quand la jeune reporter arriva, les yeux écarquillés d'inquiétude, Élise l'accueillit avec une étreinte ferme. « Amélie, les choses sont devenues plus sérieuses.
dit Élise, la guidant vers la cuisine où Médor les attendait déjà, remuant anxieusement la queue. Tout en se servant du café, Élise relata les événements de la nuit précédente, la berline noire, l'intrusion et la menace laissée dans la cuisine. Amélie écouta tout en silence, son visage alternant entre des expressions de choc et de détermination. « Cela change tout, Madame Dupont, » dit finalement Amélie. « Nous ne pouvons plus faire cela seuls. Nous avons besoin d'aide. » Élise acquiesça, étant déjà arrivée à la même conclusion. « Je suis d'accord. Mais à qui pouvons-nous faire confiance ?» Les deux femmes passèrent la matinée à discuter de leurs options, pesant le pour et le contre d'impliquer d'autres personnes. Finalement, elles optèrent pour une approche prudente. Elles élargiraient leur cercle de confiance, mais de manière très sélective. La première étape fut d'organiser une réunion secrète avec le commissaire Laurent. Malgré leurs réserves initiales, elles convinrent qu'elles auraient besoin du soutien de la loi à un moment donné, et qu'il valait mieux établir cette alliance tôt. En fin d'après-midi, dans un café discret en périphérie de la ville, Élise et Amélie rencontrèrent le commissaire. Médor, comme toujours, était présent, couché aux pieds d'Élise, attentif à tout mouvement suspect. « Mesdames, » commença le commissaire Laurent, sa voix basse et sérieuse, « je comprends vos inquiétudes à me contacter plus tôt, mais maintenant que nous avons une menace directe, les choses changent. » Elles partagèrent toutes les informations qu'elles avaient recueillies, y compris leurs soupçons concernant Lucas Moreau et son père, le conseiller. Le commissaire écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus sombre. « C'est plus grand que ce que nous imaginions, » murmura-t-il, passant la main sur son visage fatigué. « Si le conseiller Moreau est vraiment impliqué, nous devrons agir avec une extrême prudence. Il a des connexions puissantes. »« Que suggérez-vous que nous fassions ?» demanda Amélie, se penchant en avant avec anxiété. Le commissaire réfléchit. C'est un moment avant de répondre. « Je vais désigner 2 de mes meilleurs enquêteurs pour travailler discrètement là-dessus. En attendant, vous 2 devez garder un profil bas. Plus d'enquête en solo à partir de maintenant, c'est compris ?» Élise et Amélie échangèrent des regards. Elles savaient toutes les 2 qu'elles n'allaient pas simplement s'asseoir et attendre, mais elles acquiescèrent au commissaire, pour le moment. En sortant du café, elles se sentaient à la fois soulagées d'avoir partagé le fardeau et anxieuses de ce qui allait suivre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et violets, comme si la nature elle-même reflétait la complexité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Sur le chemin du retour, Élise remarqua quelque chose d'étrange. « Amélie, » chuchota-t-elle, « cette camionnette blanche, c'est la 3e fois que je la vois aujourd'hui. » Amélie regarda discrètement en arrière. La camionnette les suivait à une distance constante, ses vitres teintées empêchant de voir qui était à l'intérieur. « Je crois que nous avons une nouvelle ombre, » murmura Amélie. La berline noire a dû attirer trop l'attention. Elles accélérèrent le pas, Médor marchant alertement entre elles. En arrivant chez Élise, la camionnette passa lentement, se garant à quelques pâtés de maison de là. À l'intérieur, les rideaux tirés, elles discutèrent de leurs prochaines étapes. « Nous ne pouvons pas rester inactives, » insista Amélie. « Ils nous observent, ce qui signifie que nous sommes proches, de quelque chose d'important. » Élise acquiesça, mais l'inquiétude était évidente sur son visage. « Oui, mais nous devons être plus intelligentes qu'eux. Nous ne pouvons pas tomber dans des pièges. » C'est alors que Médor, qui avait été agité toute l'après-midi, commença à gratter la porte de derrière, aboyant avec insistance. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Élise en ouvrant la porte. À sa grande surprise, un chat maigre et effrayé entra en courant, portant quelque chose dans sa gueule. Le félin laissa tomber un petit objet au pied d'Élise, avant de se cacher sous le canapé. Amélie s'approcha, ramassant l'objet. C'était une clé USB. « Madame Dupont, » dit-elle, sa voix tremblant d'excitation, « je crois que nous venons de recevoir notre prochain indice. » Les mains tremblantes, elles, connectèrent la clé USB à l'ordinateur d'Élise. Ce qu'elles y trouvèrent fit accélérer leur cœur. C'étaient des photos, des vidéos et des documents détaillant un vaste réseau impliqué dans le défi abandon extrême. Des noms, des dates, des lieux, tout était là. « Mon Dieu !» murmura Élise, regardant Amélie avec un mélange de choc et de détermination. « Cela change tout. » Pendant qu'elles examinaient le contenu explosif de la clé USB, Médor se blottit à côté du chat effrayé, comme s'il comprenait l'importance de ce qui venait de se produire. Dehors, la nuit tombait sur Saint-Rémy-sur-Loire.
La camionnette blanche restait garée, ses occupants inconnus observant silencieusement. Mais à l'intérieur de la maison d'Élise, une nouvelle flamme d'espoir et de détermination venait de s'allumer. La bataille était loin d'être terminée, mais maintenant, elles avaient une arme puissante, la vérité. Et avec Médor à ses côtés, Élise savait que peu importe à quel point les choses deviendraient difficiles, il trouverait un moyen de faire justice. Le lendemain matin se leva sur une atmosphère électrique à Saint-Rémy-sur-Loire. Élise et Amélie avaient à peine dormi, passant la nuit entière penchées sur le contenu de la mystérieuse clé USB. Ce qu'elles avaient découvert était à la fois choquant et révélateur. « Nous devons apporter cela au commissaire Laurent immédiatement », dit Élise, se frottant les yeux fatigués tandis que Médor s'étirait à ses pieds. Amélie acquiesça, mais son visage montrait de l'inquiétude. « Je suis d'accord. Mais nous devons être prudentes. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, avant qu'elles ne puissent élaborer un plan, la sonnette retentit, les faisant toutes deux sursauter. Médor courut vers la porte, aboyant anxieusement. Élise regarda par le judas et fut surprise de voir le commissaire Laurent lui-même debout, l'un l'air agité. « Commissaire, que faites-vous ici si tôt ?» demanda Élise en ouvrant la porte. « Madame Dupont, mademoiselle Amélie », les salua-t-il en entrant rapidement. « Nous avons une situation. Le conseiller Moreau a été retrouvé, inconscient chez lui ce matin. Il semble que quelqu'un l'ait attaqué pendant la nuit. » Les deux femmes échangèrent des regards alarmés. « Est-il... » Amélie ne put finir sa question. « Il est vivant, mais dans un état grave à l'hôpital, » répondit le commissaire. « Le plus étrange, c'est que sa maison a été mise sens dessus dessous, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. » Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Commissaire, je crois que nous savons ce qu'il cherchait. » Elle pointa du doigt l'ordinateur où le contenu de la clé USB était ouvert. Le commissaire Laurent écouta attentivement pendant qu'elles expliquaient l'histoire du chat mystérieux et les informations qu'elles avaient découvertes. Son visage devenait de plus en plus grave à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la situation. « C'est incroyable, » murmura-t-il, passant la main dans ses cheveux gris. « Vous réalisez à quel point tout cela est explosif. Nous parlons d'un réseau qui implique des politiciens, des hommes d'affaires, même quelques célébrités locales. Et c'est pourquoi nous devons agir vite, insista Amélie. Maintenant que le conseiller Moreau a été attaqué, ils vont savoir qu'ils ont perdu le contrôle de l'information. Ils pourraient essayer de fuir ou de détruire des preuves. » Le commissaire acquiesça. « Vous avez raison. Je vais convoquer une équipe d'intervention immédiatement. Mais vous deux devez venir avec moi au commissariat. Ce n'est pas sûr de rester ici. » Alors qu'elle se préparait à partir, Élise remarqua que Médor agissait de manière étrange. Le chien était agité, allant et venant de la fenêtre, grognant doucement. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda-t-elle en s'approchant pour regarder. Dehors, la camionnette blanche qui les avait suivis la veille était garée de l'autre côté de la rue. Mais cette fois, la porte latérale s'ouvrit et trois hommes à l'air menaçant en sortirent, marchant d'un pas déterminé vers la maison. « Commissaire !» cria Élise. « Nous avons de la compagnie !» Le commissaire Laurent réagit rapidement, sortant son arme. « Sortez par derrière, maintenant. Je vais les retarder. » « Mais commissaire... » Amélie commença à protester. « Maintenant, insista-t-il, prenez la clé USB et allez à la planque dont nous avons parlé hier. Je vous y rejoindrai dès que possible. » Le cœur battant, Élise saisit la clé USB et son sac. Amélie prit Médor dans ses bras, et les deux femmes sortirent en courant par la porte de derrière, juste au moment où elles entendirent le bruit de verre brisé à l'avant de la maison. Elles coururent à travers les jardins des voisins, sautant par-dessus les clôtures et esquivant les cordes à linge. Médor, maintenant courant à côté d'elle, semblait comprendre la gravité de la situation, restant silencieux et alerte. Après ce qui sembla une éternité, mais n'était en réalité que quelques minutes, elles arrivèrent à une petite maison abandonnée en périphérie de la ville, la planque que le commissaire Laurent avait préparée par précaution. Haletantes, elles se cachèrent à l'intérieur de la maison, fermant tous les rideaux et verrouillant les portes. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Amélie, sa voix tremblant légèrement. Élise regarda la clé USB dans sa main, puis Médor qui la fixait de ses yeux fidèles et déterminés. « Maintenant, ma chère, nous nous battons. Ces criminels pensaient pouvoir nous intimider, qu'ils pourraient faire taire la vérité, mais ils ne comptaient pas sur la persistance d'une dame retraitée
d'une jeune reporter courageuse et d'un chien loyal. Elle s'assit sur le sol poussiéreux, ouvrant son ordinateur portable. Nous allons organiser ces informations. Quand le commissaire arrivera, nous serons prêts à exposer tout ce réseau d'un seul coup. Pendant qu'elle travaillait fébrilement, organisant les preuves et traçant des connexions, Médor se positionna près de la fenêtre, montant silencieusement la garde. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés. La bataille finale contre le défi abandon extrême était sur le point de commencer, et Élise savait que, quel que soit le résultat, Saint-Rémy-sur-Loire et leur propre vie ne seraient plus jamais les mêmes. Mais avec Médor à ses côtés et la vérité comme arme la plus puissante, elle était prête à affronter ce qui allait venir. Les heures s'écoulaient lentement dans la planque improvisée. Élise, Amélie et Médor restaient en état d'alerte maximale, chaque bruit à l'extérieur de la maison abandonnée faisant bondir leur cœur. L'ordinateur portable ronronnait doucement, tandis qu'elle continuait à organiser et analyser les informations de la clé USB. « C'est incroyable », murmura Amélie, passant la main dans ses cheveux ébouriffés. « Le réseau derrière le défi. Abandon extrême est bien plus vaste que ce que nous imaginions. Il y a des gens de tous les milieux impliqués. » Élise hocha gravement la tête. « Et dire que tout a commencé avec Médor sauvant ses chatons. Qui aurait cru que nous irions si loin, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui ?» Médor leva la tête de son poste près de la fenêtre, remuant légèrement la queue avant de reprendre sa vigile silencieuse. Soudain, le téléphone portable d'Élise vibra, faisant sursauter les deux femmes. C'était un message du commissaire Laurent. « Je suis en route. Préparez-vous à partir. Nous devons agir maintenant. » Et le reste est de l'histoire.